on avait fait une conférence avec vous, vous avez fait un bouquin il y a quelques temps. Vous dites les deux États, c'est pas intéressant, ça ne marchera jamais. Vous prenez un seul État. Mais là, on est très très loin, non? Avec un conflit Alors, comme si vous ça, voulez, on recule, non? je reconnais tout à fait que je me suis trompé sur euh, j'allais dire, l'état d'esprit des Arabes israéliens. Oui. Même si ce que je décris existe et est vrai, etc., je n'ai pas vu cette frange radicale monter, je n'ai pas du tout identifié. En revanche, là où ce qui s'est passé, où la réalité confirme complètement ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de différence, si vous voulez, pour les Arabes, encore une fois, entre ce qui se situe à l'intérieur de la ligne verte et à l'extérieur de la ligne verte. Il faut d'ailleurs signaler que, paradoxalement, cette fois-ci, en Cisjordanie, ça a été plutôt calme. Mais les Arabes, et ça, à l'autre beaucoup d'Arabes, plusieurs Arabes me l'ont dit, les Arabes ne font aucune différence, encore une fois, entre l'Israël de 48 et la Cisjordanie et même Gaza. Pour eux, tout ça, c'est la Palestine. Donc, si vous voulez, tout partage est absurde. Tout partage n'amènera pas la paix. C'est pas parce qu'on va séparer les populations qu'il y aura la paix. Gaza est vide de juifs depuis 2005. Il n'y a pas un seul juif qui peut même entrer dans la bande de Gaza. Et pourtant, chaque 2 ou 3 ans, le Hamas mène des attaques extrêmement dures contre Israël. À Jérusalem, c'est exactement la même chose. Si vous voulez, les quartiers juifs ont été attaqués. Il n'y a aucune différence. J'y parlais avec des Palestiniens de Jérusalem-Est vendredi. Pour eux, la colonie, si vous voulez, ce n'est pas les 8 maisons de Sharjara dont on a beaucoup parlé, c'est tout Jérusalem-Est, voire tout Jérusalem-Ouest aussi. Vous voyez, parce qu'ils avaient des maisons là-bas avant 48, etc. C'est un conflit, si vous voulez, qui n'a toujours pas été digéré, je dirais, le conflit de 48 et le conflit de 67 encore moins. Et donc, il continue de poser problème. Et c'est à ces questions qu'il faut s'attaquer, et certainement pas par un partage. Ça, par contre, c'est quelque chose que je maintiens mordicus. Vous maintenez l'idée. Mais aujourd'hui, quand même, cette cohabitation, elle est quand même difficile. Mais vous pensez qu'elle n'est pas... Oui, mais quelqu'un me disait à l'autre, vous voyez, il me disait, une juive me disait, on ne partira pas, ils ne partiront pas. Donc, il va bien falloir s'entendre. Vous voyez, ça c'est sûr, et au quotidien, on s'entend très bien. Voilà, mais je pense que si vous voulez, on n'est pas très très loin du but. Il y a sûrement des gros problèmes encore à régler, et cette crise nous l'a montré. Mais encore une fois, au quotidien, des centaines de milliers d'Arabes et de Juifs se côtoient tous les jours, travaillent ensemble, je veux dire, fréquentent l'université, élaborent des projets ensemble, etc. Et il n'y a aucun problème. Donc, si vous voulez, il y a effectivement, je pense, une radicalisation d'une partie de la population musulmane qui pose vraiment problème. Et cette radicalisation n'est pas propre à Israël. C'est la radicalisation de l'islam en général, de l'islam frériste, donc des frères musulmans, qu'on rencontre aussi en France d'ailleurs, qu'on rencontre ailleurs en Europe, qu'on rencontre dans les pays arabes eux-mêmes, puisqu'on sait bien que, par exemple, en Égypte, qui est le pays de naissance des frères musulmans, Morsi a réprimé extrêmement durement les frères musulmans, alors même qu'ils avaient été élus démocratiquement. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas israélo-israélien. C'est un problème mondial, je dirais, d'une lutte entre l'islam radical et la civilisation. C'est comme ça que je vois ce conflit.